Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On espère que tout va bien. On va parler hors antenne, vous inquiétez pas. Oui. Comme d'habitude, je n'ai pas encore compris que lorsqu'on avait des choses sur les oreilles, on ne pouvait pas m'entendre. Ça s'appelle un casque. Ça s'appelle un casque, ouais. Mais bon, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous retrouver dans cette émission quotidienne. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup, et de plus en plus nombreux à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Que vous êtes abonnés tous autour de nous là. Ah oui, bien à la chaîne, oui, c'est ça. Pour qui Levez la main droite et dit je le jure. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Moi je le jure. Du débat comme chaque jour, bien entendu, vos appels 0826 300 300. Dans quelques instants, on va accueillir notre invité, vous savez, notre invité vraie voix. En attendant, tout de suite, c'est le sommaire. Les vraies voix Sud Radio. Et sommes-nous en capacité de traiter en France le rapatriement des femmes djihadistes et leurs enfants? C'est la question du jour. La France a rapatrié aujourd'hui 15 femmes et 32 enfants détenus dans les prisons djihadistes en Syrie. Fini le cas par cas. L'État est aujourd'hui sous pression des organisations humanitaires, Philippe. Oui, Cécile, poussée par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la 3e opération de rapatriement de femmes djihadistes et de leurs enfants depuis le mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on vous pensez qu'ils ont choisi d'être nos ennemis, de nous combattre, de nous tuer et qu'on doit les laisser sur place pour assumer leurs gestes? Vous pensez une hypothèse? Vous pensez non, qu'au nom de l'humanitaire, on doit les accueillir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Vous y allez cash, vous dites donc. Le pouvoir Parlons d'achat, l'inflation à 18h30, le coup de projecteur. Pouvez-vous renier sur vos dépenses? Qu'en pensez-vous? La flambée des prix 2022 est historique et pour beaucoup, c'est loin d'être fini. L'inflation devrait continuer à grimper sur les 6 prochains mois de l'année 2023, Philippe. Oui, Cécile, elle devrait même atteindre un sommet entre avril et juin, a estimé Michel-Édouard Leclerc dans un entretien au journal du dimanche. Les prix alimentaires, toujours selon le même Michel-Édouard Leclerc, ont augmenté de 12% en 2022 et on a besoin dans les rayons des hypermarchés et de toute la grande distribution, et c'est quand même un des principaux pôles de dépenses des Français. Vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois, vous n'arrivez plus à manger 3 fois par jour. On vous attend au 0826 300 300. Et bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et ils sont là, nos éditorialistes du jour, nos chroniqueurs, nos amis, notre famille. C'est la famille du mardi. Quasiment. Ouais, c'est quasiment. Une famille qui ne se hait pas. Ouais, c'est ouais, rare. c'est ce qu'on. Ouais. En tout cas, j'espère. Alors là, vous avez vu ce silence que je garde. C'est-à-dire, je regarde tout le monde, mais il y a sur mon côté gauche, évidemment, je ne regarde pas. Parce que c'est toujours lui. Je fourbe le tort. Et ce qui est dingue, c'est que vous pouvez même garder le silence. Ça, j'imaginais pas ça. C'est ça. Ah, c'est bien, elle est bien envoyée. Et donc, elle vaut de l'argent. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bienvenue. Cécile. Bonsoir. Philippe. Françoise de Gaulle est avec nous. Ma chère Cécile, mon cher Philippe David, bonsoir. Je vous salue pas, je vous ai déjà trop vu. Ouais. Vous allez devoir passer 2 heures avec Et moi. dis donc, ça démarre bien. Et C'est même plus un parler vrai, c'est un parler cruel. C'est pas vrai. Et c'est Tom inversement Conan proportionnel. est avec nous, auteur de Pollution, entre autres, publié chez Albin Michel. Ça va, Tom? Ça va plutôt pas mal. On Ouais. est prêt à taper sur ceux Prêt à en avec qui découdre. je ne serais pas d'accord. De toute façon, en règle générale, on est prêt à taper sur Macron, nous. Voilà. Nous, enfin, Bah, nous, pourquoi je veux nous, dire, ouais, non, nous, moi, je parle C'est une sorte de moi. groupe un petit Ouais, peu, c'est ça vrai, c'est ça. Moi, je parle de moi, parce que je suis plusieurs en moi-même. Vous inquiétez pas, Voilà. Philippe. On l'avait remarqué. Je sais pas combien ils sont dans votre tête, mais ils sont nombreux. Plusieurs, et donc ça donne une Et c'est intelligence plutôt une extrêmement qualité. subtile et variée, vous voyez, Et c'est pas vous comme savez- vous, vous il y a savez un quoi seul type, Ouh. là. Vous êtes trop unique. Les nombres Philippe. impairs, ça ne fonctionne jamais. Du coup, on est 5 à table. Le 6e est avec nous au 0826 300 300 et c'est Bruno qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir à toute l'équipe, je vois qu'il y a de l'ambiance. Ouais. Là, vous venez de comprendre que enfin, il va falloir que vous vous imposiez, mon cher Bruno, parce que là, ça dans tous les sens. Et donc, vous allez être notre vraie voix prioritaire aujourd'hui, comme chaque jour. Vous allez jouer, par exemple, contre Tom, notre quiz de l'actu, contre Françoise ou contre Philippe Bilger. Vous allez devoir faire le choix. Donc, vous n'allez pas nous le dire maintenant. Mais moi, j'aime bien qu'il se vante et qu'il se Qu'ils se vende. vendent, hein, parce que Qu'il se vanter, et ça, on mais sait. non, mais ça qu'il se vante, mais qu'il se vende un peu en disant C'est toi qui ouais, dis ça, c'est moi je vais vous battre. Sous la charité. Et on va démarrer par le plus jeune, Tom. Vous allez pouvoir vous vendre. Bah oui, moi en fait je pense que je suis le meilleur choix pour à peu près toutes les questions. Pour l'avant-garde, la jeunesse, l'esprit d'initiative. Le design. Je peux également faire des réductions selon le
profil des personnes, prenant en compte la situation professionnelle. Non mais vraiment, je peux faire tout, je peux vendre tout sur tout. C'est la formation d'école de commerce complète. Voilà, c'est ça. Et ben, vous avez oublié l'érotisme. Ah oui, c'est vrai, mais ça c'est uniquement pour ceux qui le demandent, parce que vous savez, c'est quand même un peu touchy ce sujet désormais. C'est ce qu'on appelle le plus produit. Voilà, Françoise de Gois, vendez-vous un petit peu. Mais je n'ai pas à me vendre, si vous voulez. Si, bien sûr que si, à un moment donné, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Si vous voulez, ne jouez pas contre moi, vous allez perdre. Voilà, c'est ça. Je veux bien. Si vous jouez avec moi, moi c'est pour ça que j'aime pas ce jeu, parce qu'on choisit de jouer contre une vraie voix. Ouais. Choisissons de jouer avec une vraie voix. Non. Si on avait cette règle du jeu, je vous dirais prenez-moi, je gagne toujours. Eh ben, c'est pas cette règle du jeu. Philippe Bilger. Donc vous ne prenez pas, vous allez perdre. Moi j'ai envie de dire ce que Goldman a fait chanter à Florent Pagny. Oui. Essayez-moi, Bruno. Oh, c'est beau. Bon, je vous garantis pas. Ça n'a pas de sens, essayez-moi, ça veut dire que... Ah, si. Mais parce que je réussirai, il faut tenter, il faut m'éprouver un peu. Voilà, c'est non ça. mais d'accord, Ouais. Philippe Bijard. Je ne comprends pas ce jeu, je vous le dis tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on joue contre l'auditeur? Moi j'ai envie de jouer avec lui. Alors ce soir je change la règle du jeu, c'est tout. Eh ben, faut pas... Si vous voulez jouer avec lui, il ne faut pas qu'il vous choisisse. C'était le cas hier, Françoise. Exactement. Donc la règle a été changée avant que vous la demandiez. Mais donc alors on joue quoi? Parce qu'elle change tous les 2 jours. Non, on joue. Pourquoi il hier joue elle a changé? contre quelqu'un. Mais s'il décide de jouer contre Tom, il est forcément avec vous, Françoise. D'accord, je l'aide. Voilà, c'est pas facile. Non, mais je pensais que vous étiez cartésienne. Allez, on y va. Vous faites les choses à l'envers. Bruno, vous restez avec nous. Mais ce sont toujours les règles de Françoise qui sont bien et les autres, c'est pas bien. Vous avez remarqué non, ou mais pas? on comprend rien à vos règles. En fait, il y a les règles de Françoise. Et le reste du monde, on est d'accord. J'ai pas besoin de le dire. Allez, on y va. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger veut requérir contre le pessimisme absolu en politique et dans la vie. Ah bon? Oui, parce que j'en ai parfois un peu assez. J'ai connu des gens très pessimistes et même en littérature, il y avait des gens comme Sioran qui développaient une vision infiniment sombre de la vie et on avait parfois envie de leur dire avec une forme de sadisme, si vous êtes si mal dans l'existence, eh bien poussez au bout votre logique. Eh bien Sioran, heureusement pour lui, est mort très naturellement. En politique, c'est pareil. C'est comme ça. On dédramatise. Ce que j'adore, c'est que il vous dit ça comme ça, c'est le truc, le cheveu sur la soupe. Là, c'est carrément la perruque. Si, parce que dans la vie littéraire, eh bien, il y a des pessimistes absolus dont on attend, au fond, qu'ils respectent la logique de ce qu'ils développent. Mais ils continuent à aimer la vie. Monterland, en revanche, était un pessimiste absolu, mais il a montré que ça n'était pas du toc. Mais en politique, c'est pareil. Il y en a d'aucuns, ici, certains soirs, qui développent avec une forme de cruauté et d'amertume le fait que les Républicains seraient complètement morts. Et d'autres parlent du Parti Socialiste. Moi, je ne crois pas à ce pessimisme-là. En politique, comme dans d'autres domaines, le pessimisme total est une mauvaise idée. Malraux disait qui est à la fois actif et pessimiste a été, est ou sera fasciste. Eh bien, moi, je dis, le pessimiste absolu, c'est quelqu'un qui ne doit pas exister parce que il doit agir. Et quand on agit, on n'est pas pessimiste. Et je comprends alors Françoise défendant le PS et moi, parfois, de manière désespérante. Vous le dites vous-même. C'est quand même incroyable. Donc finalement, Philippe Bilger vient de dire qu'il a été de gauche toute sa vie. C'est fascinant parce que où est l'optimisme dans une personne authentiquement de droite? Parce que justement, la droite, c'est quand même l'idée... Non mais c'est vrai, globalement, c'est un peu ça. Même tous les auteurs d'ailleurs, effectivement pessimistes, on prend Houellebecq par exemple aujourd'hui, dans les auteurs contemporains, sont de droite fondamentalement, sans que ça soit forcément péjoratif. Oui, non mais là, je voudrais laisser Françoise répondre parce que j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mon cher. Non, mais je découvre que vous êtes Gramscien en fait. C'est ça qui est magnifique. Alors je rappelle pour les auditeurs qui ne savent pas que Gramsci est un théoricien de gauche italien. Oui, c'est le théoricien marxiste qui a théorisé d'ailleurs l'hégémonie culturelle, l'appropriation culturelle. Sarde, Gramsci, mort, tué par Mussolini, enfermé en prison pendant 10 ans et qui disait « Je suis pessimiste par l'intelligence et optimiste par la volonté ». Et donc c'est une des
des plus belles phrases en philosophie politique que nous ayons trouvées. Je suis assez d'accord avec vous. Objectivement, les faits sont contraires. C'est vrai que si on regarde les faits, et moi je veux pas m'arrêter aux faits. On me raconte maintenant, alors le PS est fini, la gauche est finie. Non, ça n'existe pas. Ça fait des années depuis que Macron est arrivé qu'on nous dit la gauche est terminée. On est en train de perdre des auditeurs. Hein, non, je vous le dis tout de suite. Pourquoi on parle pas des auditeurs? Je comprends ce que dit Philippe Bilger. Je pense que on peut avoir une vision assez stricte et un peu triste des faits, mais les faits sont faits pour être changés. Donc pessimiste par l'intelligence de la situation, mais optimiste par la volonté de les changer. Donc en fait le pessimisme n'a aucune raison d'être, aucune raison d'exister, parce que on peut tout changer et en fait on peut tout transformer. Donc le pessimiste est un constat. Et l'avenir. Non, mais objectivement, moi je pense que toutes les situations peuvent être changées et transformées en valeur. Toutes les situations. Eh ben, on parlera. D'ailleurs, on parlera des Républicains et du Parti Socialiste dans quelques années. Et ceci dit, pas s'ils sont toujours là. Mais ils sont toujours là. Il y a une compilation très drôle qui est passée sur les réseaux il n'y a pas très longtemps avec plusieurs présidents, notamment Sarkozy, Macron, etc. des dernières années, Hollande aussi, où à chaque fois, vous savez, il y avait l'élection du président et les vœux de début d'année, où effectivement il y avait un grand optimisme, et ensuite à chaque fois dans les vœux qui suivaient de l'année suivante, la personne disait, enfin le président disait, voilà, effectivement la dernière année a été très difficile, mais la prochaine sera meilleure. Donc on voit, il y a quand même toujours une fuite en avant. Et le vrai problème de la politique, c'est pas le pessimisme ou l'optimisme à mon avis, c'est plutôt la question de la vérité dans l'action. Et où est la vérité? Elle est maintenant, puisque c'est la pub. On revient dans un instant avec Félix Mathieu pour le tour de l'actualité. Les 5 actualités importantes de la journée. Restez avec nous, c'est les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Philosophie politique là. Ouais. Ça me plaît là. Ah, je me fais chier grave. Allez, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans les vraies voix tous les jours ensemble. Je ne sais pas si vous faites la route, vous partez à 17h de votre bureau et puis vous rentrez chez vous et pendant 2 heures vous êtes avec ces Olibrius là, voilà, qui parlent de l'actu, qui disent parfois des bêtises, parfois des vérités. C'est à nous de faire le tri, hein, c'est la vous vie, aussi. La vie, c'est exactement ça. Philippe Bilger, les autres ça va, mais Philippe Bilger, merci de me donner des bêtises. Mais nous le faisons avec humour et bienveillance, bien entendu. Mais on se dit quand même les choses. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Tom Conan, notre auteur, est avec nous. Et tout de suite, le tour de l'actualité, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, au sommaire de cette actu. Une centaine de députés NUPS réclament officiellement un référendum sur la réforme des retraites. Une réforme qui pénalisera les femmes, reconnaît le ministre Franck Riester, même si c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Enfin, si, un peu quand même. Bref, vous allez l'entendre. À suivre aussi l'Allemagne acculée dans l'affaire des livraisons de chars Léopard à l'Ukraine. Et puis Bernard Laporte placé en garde à vue cet après-midi pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les vraies voix Sud Radio. Ils n'ont plus que ce mot à la bouche dans les oppositions. Un référendum ou le retrait du projet. Nous avons déposé également, et parce que nous pensons que c'est la réelle démocratie, une motion référendaire avec la NUPES. C'est la moindre des choses. Si Emmanuel Macron est si persuadé que les Français l'ont approuvé sur sa réforme des retraites, eh bien qu'il la soumette à référendum. Nous verrons bien ce que disent les Français. Louis Boyard sur BFM, Aurélie Trouvé et Olivier Faure sur la chaîne parlementaire. Une centaine de députés NUPS vient de déposer officiellement une motion référendaire à l'initiative des communistes. Cette demande de référendum sera examiné le 6 février. Ce sera juste avant l'examen du projet de loi. Le RN avait déjà annoncé vouloir en faire autant. Nicolas Dupont-Aignan, aussi à droite, réclame un référendum sur cette réforme des retraites. Réaction sur la défensive du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur LCI. Les oppositions qui appellent au référendum, on voit la manœuvre. C'est pour éviter le débat au Parlement, pour éviter d'avoir à présenter une contre-réforme, à présenter les modalités et la manière dont elle la financerait. Parce que la réalité, c'est quand vous avez la France insoumise qui vous dit on va faire la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros. Le chef de file des députés LR, Olivier Marleix, a d'ores et déjà rejeté en tout cas l'idée de référendum de la NUPS. Selon lui, ça serait acté que l'Assemblée nationale ne sert à rien, dit-il. Pendant ce temps, le gouvernement se débat avec cette sortie un peu malencontreuse du ministre des Relations avec le Parlement sur la chaîne parlementaire. Franck Riester, interrogé sur le thème « Les femmes sont-elles les perdantes de cette réforme ?» Vu que les trimestres de congé maternité comptent pour la durée de cotisation, mais pas pour l'âge légal qui est repoussé. Réponse un peu embarrassée du ministre. Ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir
atteindre leur durée de cotisation utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Et donc, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une retraite sans décote. Voilà. Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non mais elles sont un peu plus impactées du fait que sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants. Bon, forcément, les oppositions se sont emparées du sujet, des femmes pénalisées par la réforme, de l'aveu même d'un ministre. La première ministre, Elisabeth Borne, a donc été contrainte de jouer, elle aussi, sur la défensive cet après-midi et de contredire son ministre lors des questions au gouvernement. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la Première ministre. Alors, écoutez-la, s'il vous plaît. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Polémique née d'une étude d'impact dévoilée hier qui montre que la réforme va pousser les femmes à allonger leur carrière davantage que les hommes, tout en contribuant en même temps à réduire les écarts de pension entre les deux sexes. Je ne peux pas vous empêcher de commenter forcément. Cécile, il me semble que sur le référendum, le premier à l'avoir demandé, c'est Bardella. Mais peu importe. Deuxième élément, je trouve que c'est très habile, contrairement à ce qu'a dit le ministre Attal, de demander un référendum parce que d'une certaine manière, c'est une surenchère démocratique qui peut beaucoup gêner le pouvoir et rassembler l'opinion. Françoise de Gaulle. Alors moi j'ai ce souvenir, en 2010, à l'époque je travaillais avec Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde faisait front commun contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, 60 à 62 ans, et Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, parti de gauche, avaient demandé ensemble, avec Manuel Valls, dont toute la gauche était réunie, pour demander un référendum qui vraiment, évidemment, n'a jamais été accepté par Nicolas Sarkozy, qui a fait passer sa retraite au forceps, et on dit que cette retraite lui a coûté aussi en 2012 une partie de la présidentielle. Donc le référendum est une très bonne idée, je ne suis pas certaine, la situation est différente parce que Emmanuel Macron est affaibli, sa majorité est beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile, et puis surtout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand j'entends Franck Riester? Moi je suis Emmanuel Macron, je suis dans mon bureau, je pleure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, mais la vérité sort de la bouche des enfants. Non mais ça veut dire que cette réforme n'a ni queue ni tête, n'a pas de sens dans le moment et que c'est impossible comme exercice. Écoutez, Elisabeth Borne qui bafouille à l'Assemblée nationale. Ça me semble surtout être une fuite en avant, ce sujet des retraites, parce qu'on en parle régulièrement. On sait en fait que dans quelques années, il y aura sans doute encore une nouvelle réforme, que ça soit Macron ou qui vous voulez, parce que ce sera pas Macron, effectivement, en l'occurrence. Donc en fait, on réglera jamais le problème. Le vrai souci, c'est la pyramide des âges. Il y a il y a pas assez d'actifs par rapport aux retraités, premièrement. Et deuxièmement, il y a une compétition mondiale qui fait rage, qui fait que la France est quand même de plus en plus distanciée sur l'échiquier dans pas mal d'industries. Ma génération n'aura pas de retraite, dans le sens où l'argent qu'on percevra éventuellement sera absolument pas suffisant pour pouvoir vivre normalement. C'est ça que je veux dire. On ne fait pas le débat, personne n'en parle. Eh ben on en parle nous. Allez, venons-en à la guerre en Ukraine. Félix Mathieu, l'Allemagne de plus en plus acculée au sujet de la livraison des chars Léopard. Le gouvernement allemand promet d'examiner avec l'urgence requise la demande de la Pologne. Les autorités polonaises souhaiteraient livrer 14 chars lourds Léopard 2 à l'Ukraine, des chars de fabrication allemande. Cet après-midi au Conseil de l'Europe, la chef de la diplomatie allemande a été prise à partie par un député ukrainien. La liberté a un nom, Léopard. Alors s'il vous plaît, dites-nous clairement oui ou non et quand. C'est ce que lui a lancé cet élu ukrainien après plusieurs jours de cafouillage. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait d'abord entrouvert la porte à un
feu vert allemand sur le plateau de LCI, interviewé par Darius Rochebin ce week-end. Si les Polonais passent outre, ils l'ont dit, les Polonais disent on pourrait y aller, envoyer les chars Léopard sans l'autorisation de l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Si on nous posait la question, nous ne nous opposerions pas. Ce que nous voulons faire, c'est libérer du territoire ukrainien et sauver. Bien entendu, vous avez dit si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez pas? Vous m'avez bien compris. Sauf qu'après cette sortie de la ministre écologiste des Affaires étrangères allemande sur un plateau français ce week-end, le chancelier Olaf Scholz avait semblé beaucoup plus réticent. Il l'avait contredite. À voir donc s'il va finalement céder à la pression dans les prochaines heures. Et venons-en à ce séisme à la Fédération française de rugby. Une nouvelle affaire judiciaire pour Bernard Laporte. Le président de la FFR placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Selon une source proche du dossier, cette enquête est distincte de l'affaire de corruption pour laquelle le patron du rugby français a été condamné le mois dernier à 2 ans de prison avec sursis aux côtés de Moed Altrad du club de Montpellier. Les 2 hommes, pour rappel, avaient été condamnés pour un pacte de corruption lié notamment au parrainage du maillot du 15 de France. Mais puisque Bernard Laporte a fait appel de la décision, sa peine de prison avec sursis ainsi que l'interdiction d'exercer son mandat ne sont pas immédiatement exécutoires. Aujourd'hui, donc, il a été convoqué pour une audition par des policiers fiscaux. Il y est allé avec un avocat fiscaliste, précise l'un de ses avocats. 2 autres personnes seraient en garde à vue pour cette même affaire. Une garde à vue qui intervient en plein référendum interne à la fédération de rugby. Les adhérents sont appelés à se prononcer sur la candidature de Patrick Buisson, vice-président, pour prendre la tête de la fédération pendant la mise en retrait justement de Bernard Laporte. Merci beaucoup Félix Mathieu. Restez avec nous dans quelques instants. La France rapatriée des femmes et des enfants de Syrie. Sommes-nous en capacité de traiter justement le rapatriement de ces femmes djihadistes et leurs enfants? Est-ce si on vous avait demandé votre avis, vous auriez dit oui, vous auriez dit non? Vous nous appelez 0826 300 300. D'abord, est-ce qu'on avait le choix? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a les moyens? Surtout, on en parle dans quelques instants avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec nous pour parler de l'actu. Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan qui est notre auteur du jour. Quoique vous êtes tous auteurs finalement. Oui, on est tous à la hauteur surtout. Non, ça c'est ce jeu de mots. C'est quand même la classe. Qui est le plus haut? C'est-à-dire, je sais pas. Vous voulez qu'on fasse un baromètre? Dites-nous sur les réseaux sociaux qui vous préférez. Vous préférez Françoise, Philippe Bilger ou Tom? Il faut quelque chose de Philippe David, vous préférez qui? Moi, je ne me mouille pas. Ouais, comme d'habitude. On pourrait même gagner une médaille. Oui, tu sais, Philippe David, c'est l'incarnation de la phrase de Jules Renard que j'adore, qui va à beaucoup de politiques, notamment à François Hollande, n'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien. Excellent. Magnifique. Jules Renard, n'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Prenez parti, tu te rends compte. C'est le grand débat du jour. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le terme rapatriement, qui est toujours employé, indique une sorte de devoir moral et c'est un terme qui est absurde, inadapté pour des gens qui ont renié leur patrie. On n'a pas attendu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avancer, puisque cet été, c'était au mois de juillet, la France a procédé au rapatriement de 16 femmes et d'une trentaine d'enfants. Tout dépendra de leur profil et de la menace qu'elles représenteront une fois sorties de prison. On a des profils très différents. Des femmes qui ont simplement suivi leur mari djihadiste, avec leurs enfants bien souvent, et puis d'autres qui non seulement ont adhéré à l'idéologie mortifère du groupe terroriste, mais ont également été impliqués dans ces opérations. Les évasions de prisonniers se multiplient en Syrie. Il est donc urgent de juger les adultes avant qu'ils ne s'échappent. C'est l'intérêt de la France. Pourquoi ? Pour retracer les parcours, reconstituer les filières si filières il y a eu, bref, être plus efficace dans la lutte antiterroriste. Dans rapatriement, il n'y a pas de doute. Sommes-nous en capacité de traiter en France le rapatriement des femmes djihadistes et leurs enfants? Ce rapatriement qui fait chaque fois beaucoup parler. Pour l'instant, vous dites non à 91%, Philippe. Oui, Cécile. Poussée par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la 3e opération de rapatriement depuis le mois d'octobre. Alors, est-ce qu'on a le choix, puisque c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous le demande, ou est-ce que vous êtes outrés en disant que de toute façon, on ne pourra pas surveiller ces femmes une fois qu'elles seront sorties et qu'elles pourront commettre des attentats? Venez nous dire votre sentiment au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Fabrice Balanche, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Bonsoir. Spécialiste du Proche-Orient et maître de conférence à l'université Lyon 2. Et avant tout, un tour de table avec vous. On démarre par Philippe Bilger sur ce rapatriement. Nous avions déjà, je crois, abordé le problème à Sud Radio et à l'époque, nous n'avions pas d'éléments très précis pour trancher, de mon point de vue en tout cas. Là, il me semble que comme c'est le 3e rapatriement, que apparemment les enfants ont été placés dans des services d'accueil à l'enfance et que les adultes ont été incarcérés, je ne vois pas au nom de quoi, finalement, à la réflexion, je m'opposerai à cette mesure qui a été prise. Je peux comprendre la réaction de nos auditeurs qui signifie en quelque sorte que ça n'est pas vraiment un don pour la France que de les accueillir, et pourtant il me semble qu'on n'a pas le choix et que c'est cohérent sur plusieurs plans. Est-ce qu'on a assez de recul, Françoise de Goa, aujourd'hui? Oui, moi je pense qu'on a assez de recul, on a des retours d'expérience, et puis j'ai trouvé à la fois comique et un peu énervant, mais il me pardonnera car je l'aime beaucoup, de la part de Philippe David, le titre pompeux, ces gens ont pris les armes contre nous. Où est-ce que vous avez vu les femmes qui prennent les armes contre les gens? Les gens de Daesh ont pris les armes contre nous. Excusez-moi, non, les femmes ont soutenu Daesh, j'entends bien, moi je ne suis pas en train de bémoliser leur action, mais ce ne sont pas des combattantes à part entière, c'est pas des gens qui tirent et qui savent. Écoutez, on parle d'enfants et de femmes, ok? On parle de gens qui peuvent nous renseigner. Je suis assez d'accord sur l'idée de renseigner sur les filières. Non mais Françoise, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de doute quand même. Est-ce que je peux terminer? Oui, je sais bien que vous êtes en grande majorité opposé à ça, mais moi non, je rejoins complètement Philippe Bilger. Il n'y a pas, après le grand numéro sur le rapatriement et la patrie de ma camarade Elisabeth Lévy, mais bien sûr, d'abord c'est des ressortissants français. Donc écoutez, tout le monde a le droit à une justice, à un jugement, dans des bonnes conditions, et en plus de ça, je ne vois pas où est le danger. Non seulement je vois pas où est le danger. C'est pas ce que je dis. Là, je vous dis juste que c'est ni blanc ni noir. On ne sait pas si ces femmes ont combattu ou pas. Mais vous n'en savez rien déjà, mais dire que ces femmes ont pris des armes à la main avec des enfants. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ni l'un ni l'autre. Mais quel est le problème? Même s'il s'agissait de combattants, je pense qu'on rapatrie ces gens-là. Ce sont des ressortissants français. Ou alors on décide que l'état de droit, c'est quand ça nous arrange. La République, c'est quand ça nous arrange. On la découpe en petits morceaux. Je dis pas que c'est bien ou pas. Je polémique pas avec vous. Je m'explique. Je dis juste que il s'agit de 40 personnes, des enfants qui sont peut-être sauvables, des gens qu'on peut ramener, des mômes qui finalement ont rien demandé, qui sont nés dans ce chaos, donc c'est pas grave. Mais en fait, c'est à nous de le faire. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a deux niveaux effectivement de vision. Sur un plan subjectif, on est évidemment choqué qu'une personne qui a commis l'un des pires crimes possibles puisse être accueillie, rapatriée. Ça, c'est évidemment instinctivement n'importe quel Français normalement constitué devrait ressentir ça. Et ensuite, il faut arriver à la deuxième étape, la réflexion, le niveau du droit, le niveau moral, et effectivement un du renseignement aussi. Et aussi sur un plan de son intérêt, mais même indépendamment de ça, effectivement. Il y a un impératif effectivement de protéger celui qui va renier effectivement le pire des crimes. Et en fait, c'est quasiment le même débat pour moi que la question de la peine de mort. Une personne qui aurait, c'est deux choses différentes, je sais bien, mais une personne qui aurait assassiné 25 personnes, évidemment, spontanément, on va lui dire mais il faut que cette personne disparaisse. Tout le monde le penserait, tout le monde, et c'est bien normal, c'est sain comme instinct. Non, mais il ne faut pas le faire évidemment sur un plan de l'État. Non, alors Tom, pardon. Je pense que la conscientisation, jamais moi, par exemple, peut-être parce que je suis la génération Mitterrand, l'idée même de la peine de mort ne vient à mon esprit. J'ai pas parlé de la peine de mort. Mais non, vous dites il faut plus. C'est exactement ce que vous avez dit. Non, s'il vous plaît, on a un invité. C'est pas tout ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit quoi. C'est sain et c'est normal. Il faut écouter. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'une personne qui a assassiné 25 enfants, par exemple, l'instinct que n'importe qui. Je peux terminer. L'instinct, c'est de dire cette personne effectivement. Non, pas de mérite la peine de mort. Stop. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous pensez tous différemment et c'est bien, c'est l'important, l'intérêt de cette émission. Fabrice Balance, vous avez entendu forcément nos éditorialistes et c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est la question du jour. Est-ce que nous sommes, nous, en capacité, la France, de traiter le rapatriement de ces femmes et de ces enfants? Je l'espère. J'en suis pas sûr, mais je l'espère. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a quand même un problème avec le nord-est syrien, c'est-à-dire où sont retenus ces femmes et leurs enfants. C'est-à-dire qu'on est sous la menace d'une offensive turque qui peut arriver d'un moment à l'autre. Et par conséquent, ces camps où ils sont retenus peuvent passer sous le contrôle des Turcs, voire
sous le contrôle du régime syrien s'il y a un accord qui se concrétise entre Assad et Erdogan. Donc il y a quand même urgence de rapatrier ces personnes pour les mettre en sécurité, parce que sinon ils peuvent se perdre dans la nature, revenir en France par d'autres moyens. Après, sur le traitement de ces personnes, bon, ça c'est une question, parce que ça se fait un peu dans l'urgence. Il y a, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, hein, les femmes, il y a des femmes combattantes. Peu, mais il y a des femmes combattantes. Enfin, la répartition des entre tâches, peu et pas, Françoise. Entre les djihadistes, c'est l'homme combat et la femme conçoit. Elle conçoit, mais elle apprend à se défendre. On leur a appris à manipuler des armes pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Et on leur a confié aussi une ceinture d'explosifs pour le cas échéant se faire exploser. Il y en a qui l'ont utilisé, qui ont tué des combattants kurdes et arabes lors de la reprise de Raqqa. Bon, on parle des femmes qui arrivent. Fabrice, s'il vous plaît. Non, mais c'est un point très important. Les femmes qui arrivent là sont des femmes de djihadistes qui conçoivent exactement comme vous l'avez dit des enfants. Est-ce que ces femmes ont pris les armes pour autre chose que pour se défendre? C'est un vrai sujet. Je pense que c'est rarissime dans les cas. Est-ce que d'abord on le sait, on ne sait pas, peut-être pas. Si vous permettez, on va faire réagir au 0826 300 300 et Bruno qui est avec nous, notre vraie voix. Bruno voulait réagir. Oui, bien sûr. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous avez 10 détenus qui sont libérés de prison et quelqu'un vient vous voir, à vous, votre famille, hein, vous êtes mariés, vous avez des enfants, ainsi qu'à d'autres familles. Alors bien évidemment des familles de gauche, puisqu'on sait bien que la gauche a beaucoup de cœur et d'humanité. Et on vous dit, dans le cadre de la réinsertion de ces 10 détenus, on vous les confie, on vous demande de les loger, de vous occuper d'eux pendant quelques semaines, et les frais, vous inquiétez pas, sont intégralement pris en charge. Et comme vous êtes de gauche, vous voyez là l'occasion de mettre vos idées en concordance avec vos actes. Donc, un petit peu piqué par la curiosité, vous demandez pourquoi ils ont été incarcérés. Alors on vous dit que certains c'est un petit peu de stup, d'autres c'est des conduites sous l'emprise d'alcool, tout ça. Et on vous dit qu'il y en a un qui a enlevé un enfant, qui l'a séquestré, qui l'a violé. Voilà, mais vous savez pas lequel. Mais comme vous n'êtes pas toujours chez vous, que vous avez quand même du travail, vous faites des courses, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à dire mon bon cœur, ou par principe de précaution, vous dites dans le doute, je vais m'abstenir parce que je ne veux pas mettre ma famille en danger. Quel est le sens de cette histoire qui n'existe pas? Quel est le sens? Pardonnez-moi Bruno, mais je vous pose la question parce que c'est très important. Quelle est cette vérité parallèle que vous inventez selon que quelqu'un pourrait revenir chez vous et vous confier 10 détenus, vous demander, puisque vous êtes de gauche, de les accueillir? Ça n'existe pas, ça. La justice française ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est une question de principe. Vous faites une métaphore qui est même inimaginable. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais moi, je suis sûr que les auditeurs m'ont compris. Non, mais Philippe Bilger. En fait, comme pour la peine de mort, et comme ce qu'il vient de dire, je saisis. Pardon, je ne vais pas reprendre la joute entre vous deux. J'aurais aimé poser une question tout de même à notre invité. Vous avez commencé votre intervention en disant « J'espère que la France pourra accueillir ». Quelles sont les choses qui, à votre avis, pourraient être négatives dans le dispositif d'accueil en France, qui pourrait faire échouer cet accueil? Il faut savoir que donc, ces personnes qui vont être mises en prison immédiatement, parce que elles se sont rendues dans une zone contrôlée par Daesh en toute connaissance de cause, et par conséquent il y aura une peine de prison à la clé, hein. Même si on n'a pas de preuves qu'elles ont pris des armes, qu'elles ont joué une activité quelconque, parce que ça aussi c'est un problème, on n'a pas de preuves pour vraiment les condamner sur le long terme. Mais il faut savoir que la déradicalisation, ça ne marche pas dans 80% des cas. C'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, le problème, il est là. Et que vous avez, en fait, finalement, dans les services sociaux, ou les personnes qui s'occupent de la déradicalisation, finalement, une grande mensuétude à l'égard de ces personnes qui se sont trompées, dont ils ont droit à une seconde chance, etc. On ne prend pas la mesure, finalement, de ce djihadisme, l'atmosphère, de ce qui a poussé ces femmes à rejoindre Daesh, à continuer à entretenir, en fait, la flamme de Daesh
parmi leurs enfants, parce qu'elles conçoivent, mais aussi elles éduquent, pour préparer une nouvelle génération de combattants. Donc moi, je ne suis pas sûr que les services sociaux, que les gens qu'on va mettre en face d'eux soient assez forts pour pouvoir leur résister, et que c'est pas eux finalement qui vont se retrouver convaincus par les prisonniers. Le 0800, pardon. fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Avec Renaud qui nous appelle de Rodez. Bonsoir Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir les Renaud. Bienvenue. Bonsoir Renaud. Moi, écoutez, je pense pas que la France, clairement, soit en capacité de traiter ce rapatriement. Clairement, moi, je vous le dis. Effectivement, l'auditeur précédent a raison. Moi, je vais même rajouter un truc. Comment voulez-vous qu'on rapatrie ces femmes et ces enfants quand déjà on n'est pas capable de suivre en fait les prisonniers pour leur réhabilitation. En France, on a un vrai problème pour ça. Je vous rappelle que pour les JO qui vont arriver, on a un vrai problème d'effectifs policiers et on va faire appel à des services privés. Donc, comment voulez-vous qu'on rapatrie ces gens-là et que derrière, le suivi, ça va être quoi, honnêtement? Vous pensez qu'on n'a pas assez d'effectifs, Renaud? C'est ça que vous voulez dire? Il n'y a pas assez d'effectifs? On n'a pas assez d'effectifs pour gérer ces gens-là. Déjà on va avoir du mal à gérer les JO de 2024, etc. On a un vrai problème en France. Je ne pense pas franchement qu'aujourd'hui le gouvernement puisse gérer cette situation-là de manière saine, efficace et surtout pour que les Français derrière ne courent aucun risque. Très honnêtement. Merci Renaud. Bougez pas. Je pense que c'est l'honneur de la France de rapatrier ces personnes. Et encore une fois, je reviens parce que je pense que c'est l'élément central pour défaire le nœud. Il faut savoir séparer sa subjectivité, sa passion, son intuition première et ce que doit faire un État. C'est deux choses très différentes. On peut parfaitement, par exemple, ne pas aimer quelqu'un, avoir envie qu'une personne soit pas dans les parages, soit dans un autre pays, qu'on ne croise pas cette personne pour 1000 raisons. Ou ces types de personnes, alors tout le monde se regroupe, les gens aujourd'hui vivent dans des ghettos, c'est bien les ghettos de riches, les ghettos communautaires, etc. Donc c'est une vraie tendance d'ailleurs de la société sur laquelle il y aurait plein de choses à dire. Mais encore une fois, il y a deux choses différentes. Il y a l'opinion subjective, sa morale subjective, ses convictions personnelles et encore une fois, ce que doit faire un État. L'État, c'est pas une agrégation d'individus. L'État, c'est une nation qui défend des principes, qui défend des valeurs, en l'occurrence des droits humains universels, imprescriptibles. La France est d'ailleurs le fer de lance de cette philosophie politique-là. Et c'est en cela que c'est l'honneur de la France de rapatrier ces personnes. Fabrice Balanche, aujourd'hui, il se pourrait que certains enfants soient nés en Syrie. Donc les mamans sont parties, elles étaient enceintes. Là, il y a un problème d'état civil. C'est quoi la solution ? Je crois que la majorité des enfants sont nés justement en Syrie et sont nés en plus de plusieurs de pères différents. C'est-à-dire que à chaque fois que vous aviez la personne pouvait venir avec son mari, il se faisait tuer et puis tous les 6 mois elle épousait quelqu'un de nouveau. Bon, si la mère est française, les enfants sont français, mais effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème par rapport aux enfants qui ont été adoptés, qui sont pas forcément de parents français. Bon, je pense que là, le gouvernement, de toute façon, fait preuve là aussi d'une grande mansuétude par rapport à ça. Il y a eu des tests ADN qui ont été faits pour essayer de reconnaître qui était français, qui ne l'était pas. Et dans le doute, je crois qu'on les rapatrie parce que vous avez un collectif des familles qui est extrêmement puissant, qui a fait signer des pétitions au Parlement français. Donc avec un soutien quand même de beaucoup de parlementaires pour que ces personnes soient rapatriées. Oui, Françoise, une réaction. Oui, je trouve que mansuétude revient très souvent dans votre bouche comme s'il y avait une sorte de laxisme. Évidemment, dans votre bouche, je l'ai entendu tout à l'heure, de tous les services sociaux, donc forcément la gauche, un laxisme du gouvernement. On peut pas simplement se dire qu'il y a 16 personnes qui reviennent avec des enfants, et j'entends ce que vous dites, et vous avez raison, sur le taux d'échec dans la déradicalisation. Mais moi, j'ai lu des papiers formidable aussi où il y a des victoires. Alors on en gagne une personne, peut-être on en gagne une sur 10, mais on la gagne. C'est-à-dire que vous n'avez pas le sentiment quand même que vous dressez un tableau un peu dur d'abord pour les services sociaux, pour le laxisme de l'État, honnêtement. Et moi je vous trouve extrêmement sévère et presque idéologue. Sur la déradicalisation, c'est exact. Ouais, je le dis, 30 secondes. 30 secondes. Vraiment idéologue en fait. Je suis extrêmement sévère parce que je suis allé plusieurs fois sur le terrain.
Oui. J'ai vu les crimes qu'ont commis ces personnes. Bien sûr. Et ensuite, je connais malheureusement l'état de nos services sociaux en France et l'absence justement de capacité à pouvoir réaliser cette déradicalisation. Ok, on peut en sauver 1 sur 10, d'accord. Mais qu'est-ce que vont devenir les 9 autres? Et qu'est-ce qu'on fait de l'état de droit, Fabrice? Qu'est-ce qu'on fait de l'état de droit? Ce sont des ressortissants français, ils sont pas jugeables par les Françoise, merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir été avec nous. Merci Renaud, merci. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels au standard. Merci Fabrice Balanche, spécialiste du Proche-Orient, maître de conférence à l'université Lyon 2. Vous pouvez continuer bien sûr de nous appeler dans quelques instants. C'est le quiz, on va se détendre. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue dans les vraies voix. Voilà, faut qu'on filme les hors antenne aussi. J'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça que ça va finir. Hein. C'est tellement intéressant. C'est vrai. Ces sujets, bah oui, c'est passionnant parce il y aura plus de pause. Voilà, il y aura des trucs à dire. Non, mais ce qui est intéressant avec les vraies voix, ce qui est intéressant avec Sud Radio, c'est que nous avons des chroniqueurs, des éditorialistes qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Et ce qui représente aujourd'hui nos auditeurs, la France. Il y a des gens qui sont pro Philippe Bilger, pro Françoise Degois, pro Tom Conan. Bon, Philippe David non, mais on déconne. Je suis l'homme le plus haï de France, c'est bien connu. Non, moi je vous aime. Non, tu vois, il faut toujours que ça le plus quelque chose. Non, déjà c'est juste haï et méprisé par des gens. Philippe est soutenu par lui-même, c'est bien. En tout cas, pour parler 2 secondes sérieusement, c'est important de vous avoir et c'est important d'avoir vos avis ici dans le studio et vos avis au 0826 300 300 parce que même nous, ça nous permet de changer d'avis et de peut-être d'ouvrir certains nos chakras. Mais quand même, pour parfois résoudre les problèmes, je trouve que prendre les gens en duel, c'est quand même pas mal. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir vraiment un duel. Il faut vraiment quelqu'un qui gagne à la fin, quoi. Les gens, ils ont envie de ça. Non, c'est toujours nous qui gagnons avec Philippe David, vous inquiétez pas. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et nous accueillons notre Bruno du jour qui nous appelle de Béziers. Bruno, alors vous allez pouvoir jouer contre quelqu'un. Est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez décidé de Philippe Bilger, Françoise Degois ou Tom Conan? Disons que comme je dépends du ministère de la Justice, je vais faire un peu de corporatisme. On a compris, Philippe Bilger, évidemment. Alors Voilà. Cécile, vous risquez de gagner alors. Vous avez le droit d'aider Bruno. Bien sûr, vous avez le droit d'aider Non, mais parce que comme les règles, à cause de vous, ma chère Françoise, sont évolutives assez souvent. Voilà. À cause de moi. Oui, à cause de ou ça grâce à vous. Allez, tout de suite, on démarre. Alors, on démarre, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, c'est une question cadeau. Écoutez bien, un patron du Calvados a fait un cadeau d'une valeur de 30 000 €. C'est 14 salariés pour protéger l'environnement. Que leur a-t-il offert? Une voiture électrique. Bonne réponse. Françoise est forte. Hein. Ça, c'est pour vous, Bruno. Même si on n'est absolument pas d'accord politiquement, je vous aide là, mon gars. Je vous aide. Votre bonté vous perdra. Je sais. Bruno, il faut en tenir compte. Exactement, c'était la bonne réponse. Deuxième question. De quelle manière un détenu s'est-il fait arrêter après s'être échappé d'un fourgon mal fermé? Il a croisé une voiture de la BAC. Bonne réponse. On est fort, hein. Vous avez vu la team. Il a fait du stop et c'était une voiture de la BAC qui était venue pour la gauche radicale. Et regardez ce que ça donnerait à l'Assemblée. La droite extrême, la droite dure au téléphone avec la gauche radicale moi. Regardez, on est en train de nous plier 4-0. Et quand on dit que les extrêmes se rejoignent... Non, c'est pas des extrêmes. J'ai bien fait attention de parler de gauche radicale et de droite en plaisante, Françoise. Question politique qu'ont déposé... On attend la fin. Les députés NUPES dans le cadre du projet de loi de la réforme des retraites. Projet de référendum. Voilà, ils sont rapides, une rapidité. Excusez-moi, Bruno, 6. Alerte enlèvement pour Philippe Bilger et Tom Conan. Oui, il faut aller. Non, mais il y a des réponses qu'on pourrait faire. Mais par montée d'un, vous les faites pas. On laisse les autres se gagner. Je me sens moins mobile. Si ça leur fait plaisir. Je n'ai pas l'instant du tueur. Excusez-moi, ça fait 6-0. Une roue de bicyclette comme on dit au tennis. Là, Bruno, c'est à plat de couture. Bruno et moi, c'est une belle opération quand même. Question footballeur. Quel champion du monde de foot 2018 qui a mis fin à sa carrière à 35 ans devient jury dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6? Loris. Steve Mandanda. Non. Champion du monde en 2018 oui. Qui veut être mon associé? Griezmann, ça peut vous aide sur un aspect footballistique? Oui. Très bon pied gauche.
Oui, tu vas nous aider, ça y est. Ça aide. Ah oui, très bon pied gauche. Donc c'est qui jouait côté gauche du terrain, excusez-moi. On est d'accord. Alors, 3 possibilités. N'Golo Kanté, Blaise Matuidi ou Benjamin Mendy. Matuidi. Bonne réponse. C'est 7-0. Il me l'avait Matuidi. Moi, je pense que François avait des questions à l'avance. Ouais, pas du tout. Allez, dernière question. Dernière question, allez-y. Question politique. Ah, c'était à vous parce que j'ai fait celle d'avant. Ah bah d'accord. Bah oui. Question politique. Que propose d'autoriser de façon encadrée le Conseil économique, social et environnemental? Je n'ai pas compris. Que propose d'autoriser de façon encadrée la chiche. Absolument, la légalisation encadrée du cannabis. 9-0, t'as vu le truc? Indiscutable. Je dois dire ça. Il y a sans doute tu de la triche quelque part. Alors on est les champions. Je n'ai même pas l'envie de contester. On a eu quand même des auditeurs champions entre hier et aujourd'hui. Ils ont été très bons. Tu peux quand même me donner un petit bout de la victoire, Françoise. aussi, Bien sûr, Françoise. Parce que je sais que ça t'arrache. Allez, ça t'arrache un peu, mais fais-le. Françoise, toi. You are the best. Yes, you're the best. Vous restez avec nous. Too. Dans un instant, ça continue les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et Tom Conan. Le coup de gueule de Philippe David dans quelques instants sur les ateliers lecture. Et vous allez voir que ça va le faire frémir. Et il y aura le clic avec Félix Mathieu. Bienvenue et à tout de suite. N'a aucun intérêt parce que de toute façon, tout le monde répète les mêmes éléments de langage. C'était très marrant de voir que Yael Goz, qui était au déjeuner a priori sur France Inter, disait la même chose que Benjamin Duhamel avec le même élément de langage servi par Emmanuel Macron. Vous savez ce que je crois depuis le début? Emmanuel Macron, il est vieux en fait. Il fait de la vieille com, de la vieille politique. C'est un jeune président. C'est un vieux jeune président. En fait, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a évidemment pas marché. Et en plus de ça, voilà. En fait, oui, c'est la même chose. Enfin, les dîners, on sait qu'il y a aussi des dîners qui sont organisés en tête à tête avec des personnalités, avec des intellectuels, etc. En fait, non. Je trouve la seule chose qui importe, c'est est-ce qu'il y a un minimum de diversité dans les personnes qui sont invitées. Après, on peut pas empêcher, j'imagine, ces personnes-là de les inviter. Une question, vous me dites oui, vous me dites non. Emmanuel Macron, Philippe Bilger vous invite à un dîner, vous y allez pas? Ah ben par curieux, mais je l'ai rencontré déjà. Mais par curiosité, j'y vais. Vous n'y allez pas, il vous invite, vous n'y allez pas? Absolument pas, parce que je le connais déjà depuis longtemps et je n'ai pas de temps à perdre. Moi j'ai autre chose à faire, honnêtement, tout simplement. J'ai autre chose à faire. C'est pas mon objectif dans la vie, quoi. Mais là où tout de même, Françoise, de la part de ces journalistes, même si ça se fait, c'est pas très beau. Ça a toujours été ça, le monde était toujours là. Françoise, votre tour de table. Le prix Nobel de l'économie. Joseph Stiglitz, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'avais rencontré il y a quelques années. Bon, et j'avais trouvé, déjà, il avait un propos très lourd. C'était il y a peut-être 10 ans, c'était en Grèce, bref, dans un séminaire organisé par Papa Andréou. Déjà, il avait des mots très durs sur la non-redistribution. Et aujourd'hui, il jette un pavé dans la mare, Stiglitz. Il dit, voilà, il faut redistribuer. On peut pas continuer à avoir un monde complètement... C'est vrai que si tu glisses, tu tombes dans la mare, ça c'est sûr. Elle est jolie. Déséquilibré, avec des gens qui gagnent $1,50 par jour ou qui vivent avec moins $1 par jour et des milliardaires. Donc, il propose une taxe, l'idée d'une taxe planétaire, en fait, de 70% sur les super revenus, c'est-à-dire Bernard Arnault, Elon Musk, etc. Et le rétablissement de 2 à 3, d'un impôt sur la fortune. Moi, je trouve que c'est... Sur l'impôt sur la fortune. Moi, je pense que c'est très intéressant. Vous savez, il y a une petite musique qui monte sur le mode, nous, c'est pas qu'on n'aime pas les riches, mais la réalité, c'est qu'il faut redistribuer. Il n'y a pas assez de redistribution. On a bien compris que le ruissellement est une foutaise, que quand on gagne de l'argent, ça ruisselle absolument pas jusqu'au dernier étage et encore moins jusqu'au sous-sol. Donc l'idée que des économistes s'emparent d'une nouvelle façon de voir, taxer vraiment les super revenus, qu'est-ce que c'est 70% de taxes sur des bénéfices du capital financier par exemple, et l'idée que on ne crée plus de valeur uniquement avec ce qu'on produit, on crée de la valeur avec pas simplement les biens industriels, avec les biens artistiques. Alors, mais je dirais effectivement sur le fond, évidemment c'est vrai, Stiglitz fait un gros travail qui est aussi fait en France par les gens comme Thomas Piketty par exemple, Gabriel Zucman également, qui est un très bon économiste. Bien sûr. Donc il y a effectivement un gros travail. Néanmoins, je voudrais quand même dire qu'en France, le travail de redistribution, tout de même, dans en tout cas les grandes lignes, il est fait. Il y a beaucoup d'autres pays en revanche qui ont un retard considérable là-dessus. Et je pense que c'est quand même eux, notamment les États-Unis, qu'il faudrait viser prioritairement si on prend l'ensemble des pays occidentaux. On parle pas de ça. La redistribution, elle se fait sur la classe moyenne qui paye les impôts. Elle se fait pas sur la classe dirigeante. En France, il y a une forte redistribution. Oui, parce que c'est l'argent de la classe moyenne. C'est pas l'argent des hauts revenus. Voilà. Donc ça
ça fait toute la différence. On n'aura plus le temps pour votre sujet, Tom. Vrai, quand même. Si, c'est vrai. Oui. On fera un sujet dessus aussi, c'est intéressant. Et vous, alors, justement, Tom... sans transition, parce qu'on parle d'argent, fait que ça excite un petit peu tout le monde. Alors, c'est quand même un sale temps pour les riches, hein, effectivement, puisqu'il y a quand même tous les géants de la tech, pas uniquement les GAFAM, qui ont perdu beaucoup d'argent depuis quelques mois. C'est effectivement assez frappant. Mais non, justement, c'est en lien avec le sujet d'avant. Donc, il y a quand même Elon Musk qui a fait quand même un record assez hallucinant en termes de médiocrité, qui a perdu 200 milliards de dollars entre novembre 2001 et fin 2022, donc un peu plus d'un an. Et puis à côté, il y a Apple, entreprise quand même la plus riche du monde, qui est passée de 3 000 à 2 000 milliards de valorisation boursière. Donc ça peut paraître comme ça un peu abstrait, enfin ça fait quand même un tiers. C'est beaucoup. C'est quand même important. Il y a aussi donc la rémunération du PDG d'Apple qui a baissé de 40%. Et il y a aussi, vous savez, Facebook avec Mark Zuckerberg, donc, qui est devenu Meta depuis, qui s'est lancé dans le métaverse et qui a pas beaucoup convaincu de personnes et qui effectivement a dû licencier des dizaines de milliers de personnes. Donc en fait, on voit bien que ce qui était un petit peu le fer de lance de l'industrie américaine aujourd'hui se casse un peu la gueule et on ne sait pas justement à l'avenir où seront les réserves de croissance. Ça, c'est quand même une vraie question pour l'avenir de la première puissance mondiale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce tour de table intéressant. Dans quelques instants, le coup de projecteur, on va revenir sur cette flambée des prix en 2022, déjà historique, et puis c'est loin d'être fini, hein, selon certains économistes. On va en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous, 0826 300 300. On vous pose justement cette question. Est-ce que vous, face à l'inflation et le pouvoir d'achat, est-ce que vous avez déjà ou vous pouvez encore rogner sur vos dépenses? Vous dites oui, vous dites non. Pour l'instant, vous dites non à 84% sur notre compte Twitter. On vous attend au 0826 300 300. C'est les vraies voix, c'est sur Sud Radio. Ici, vous êtes chez vous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et oui, on revient, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix, on revient, mais c'est pas pour rien, on revient avec Philippe Bilger, on vient avec du beau monde, avec Françoise Degois, avec Tom Conan. Vous citez jamais Philippe David, c'est ça qui est bien, vous dites on revient, mais ce qui est bien, vous ne dites jamais Philippe David. Oui, c'est vrai, il est Philippe David. C'est tout le monde sauf la personne qui parle. D'accord. Voilà. Un peu rallié à ton Tom. Vous savez, ça va, je t'aime, ma mère va encore faire une crise. Vous savez, Françoise, que Philippe a une bouche et qu'il parle comme il veut. Voilà. Et puis il est co-animateur, il prend l'antenne quand il veut, il parle quand il veut, alors que vous, c'est nous qui décidons. Allez, pas du tout, bienvenue, 0826 300 300, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on en parlait sur cette flambée des prix en 2022, considérée comme historique. Et pour beaucoup, visiblement, c'est loin d'être fini. L'inflation devrait continuer à grimper sur les premiers 6 mois de l'année 2023, Philippe. Oui, Cécile, elle devrait même atteindre un sommet entre avril et juin, a estimé Michel-Édouard Leclerc dans un entretien au JDD. Les prix alimentaires ont en effet augmenté de 12% dans les rayons de la grande distribution, alors que le gouvernement semble, lui, plus optimiste. Comment vous ressentez l'augmentation des prix au quotidien? Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation? Vous vous êtes déjà trop serré la ceinture, vous ne pouvez pas vous la serrer plus. Venez témoigner au 0826 300 300. En tout cas, pour l'instant, vous dites que vous ne pouvez pas rogner sur vos dépenses à plus de 80%. Patrice Duchemin est avec nous, sociologue de la consommation, auteur du livre Le pouvoir des imaginaires, 1001 initiatives pour révolutionner la consommation, aux éditions Arquet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce pouvoir d'achat, Philippe Bilger, c'est un serpent de mer depuis des mois. C'est toujours très délicat de répondre, Cécile, à ce type de questions, dans la mesure où soi-même on fait partie des privilégiés. Et donc, on peut faire partir des privilégiés et se serrer aussi la ceinture, ce qui peut être le cas aussi. Oui, bien sûr. Pour payer le crédit de la maison au Cap Ferret, tout ça. Non, mais je vais avoir le sentiment de ne me priver de rien, dans la mesure où tout ce qui constitue les loisirs qu'en général on veut avoir quand on a de l'argent, je ne les aime pas. Donc, je pense aux produits de première nécessité, l'alimentation. Je pense à ces gens qui sont confrontés aujourd'hui à ce mur qui n'est pas seulement, comme disait Anouilh, je suis pauvre, mais j'avais de l'argent, je menais une vie simple, modeste peut-être, mais acceptable, et aujourd'hui, je vais devoir tout compter. C'est terrifiant. Mais bien sûr, moi, par exemple, je donne mon expérience. Dimanche, je suis
parti au marché d'Aligre avant d'aller travailler à la télé, après pour faire. Alors pour nos auditeurs d'ailleurs, parce que Paris c'est un marché populaire un très grand dans marché l'ouest de Paris, voilà. Pour faire une ratatouille. Et c'est simple, vraiment. Une ratatouille, c'est des aubergines, c'est des courgettes, etc. J'ai halluciné sur le prix des aubergines. 2 aubergines, 2,80 €. 4 courgettes, 3 €. C'est pas possible. Je veux dire, moi, je fais aussi partie des privilégiés, mais à un moment donné, c'est pas possible. Alors d'abord parce qu'on a de la compassion pour les gens qui font leurs courses, qui ont peut-être un peu moins d'argent. Et puis c'est toute une chaîne. Regardez les grands-parents qui généralement aident les petits-enfants ou qui aident les enfants, qui aident à boucler les fins de mois. Par exemple, si eux-mêmes commencent à ramer, c'est-à-dire que le petit billet qu'on donne aux petits-enfants, qu'on donne au gamin qui fait ses études, on le donne plus. Tout ça est une chaîne. C'est peut-être des gens qui sont assez aisés, qui décident, par exemple, ce mois-ci, je prends pas de femme de ménage. Donc ça veut dire que la femme de ménage, ça lui fait 100 € en moins sur le mois. Tout ça est une chaîne. Et j'en ai marre du mensonge. En tout cas, une forme de forfaiture, nous expliquer qu'avec les tableaux Excel, on est à 5,3 en moyenne d'augmentation. Ça n'est pas vrai. Tout le monde sait qu'il y a certains produits, on est à 20-22% d'augmentation de produits de première nécessité et d'achat de masse. Donc il faut arrêter de mentir, il faut augmenter les salaires. Et en fait, ce qui se passe actuellement, je trouve un peu comme dans tous les pays justement qui sont en chute libre d'une certaine façon, c'est un retour justement au nerf de la guerre, c'est-à-dire la solidarité familiale, capital social, etc. Donc effectivement, moi j'observe autour de moi, il y a à la fois ceux effectivement qui sont bien nés, qui ont eu, et tant mieux pour eux entre guillemets, qui ont eu un transfert de patrimoine, ou qui ont des parents, des grands-parents qui peuvent les aider, ou qui sont hébergés dans des jolis appartements qui pourraient absolument pas se payer avec leurs revenus. Il y a aussi ceux qui ont de l'entre-gens, qui ont par leurs études ou leur réseau accès à des personnes qui peuvent aussi leur offrir la possibilité de partir en vacances, d'avoir accès à telle et telle chose, telle et telle activité culturelle pour pas cher ou gratuitement, etc. Il y a en fait 2 mondes aujourd'hui. Et en réalité, faut jamais oublier que aussi anti-capitaliste qu'on puisse être, l'argent c'est quand même quand en tout cas chacun en est doté suffisamment, le mode le plus égalitaire d'accès en réalité à la vie, au plaisir de la vie. Et ensuite, quand il y a un manque d'argent, on revient justement aux solidarités tribales entre guillemets, et à tout ce que je viens de dire à l'instant. Et donc il va y avoir aujourd'hui, vous savez que le patrimoine en France, Thomas Piketty, on en parlait tout à l'heure, il a beaucoup étudié ce truc-là. Le patrimoine en France, les inégalités de patrimoine jouent un rôle énorme dans les inégalités tout court. Et c'est ce qui va se passer, je pense, de plus en plus dans les prochaines années. Patrice Duchemin, on a des auditeurs sur notre compte Twitter qui nous disent bien sûr qu'on peut renier, puisque c'est la question que l'on pose concernant l'inflation. Les restaurants sont pleins, les centres commerciaux aussi, les stations de ski complètes, les Français crient famine, la gueule pleine. Quelle est votre analyse, vous ? En fait, alors il y aurait effectivement infiniment de choses à dire, et je pense que c'est Philippe qui a parlé le premier et qui a dit que c'était un sujet qu'on ne peut pas aborder de façon frontale, c'est-à-dire que la question du pouvoir d'achat, c'est d'abord la question de nos habitudes. Et donc, il y a des familles qui ont de l'argent et qui font des ratatouilles, il y a des familles qui n'ont pas d'argent et qui font des ratatouilles. Donc, la ratatouille, le prix de la ratatouille n'est pas un facteur ni discriminant ni explicatif. Ce que je veux dire, c'est que là, vous parlez, c'est intéressant d'ailleurs le vocabulaire, vous avez dit serrer la ceinture, vous avez dit rogner, mais moi je préfère dire arbitrer et je préfère dire rogner. Alors je m'explique, je pense qu'aujourd'hui, mais c'est une vérité économique et on ne va pas aller jusqu'à chercher le poids du patrimoine de chacun parce que ça nous éloigne quand même de beaucoup des questions de l'inflation, parce que patrimoine et inflation c'est quand même 2 sujets différents, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait très bien, les consommateurs arbitrent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont une somme d'argent qui est une somme d'argent disponible, alors pour certains elle est faible, pour d'autres elle est plus importante, c'est selon, et ils vont décider avec cette somme d'argent privilégier les vacances, d'autres vont privilégier l'alimentaire, les troisièmes vont privilégier la voiture. C'est là qu'en fait, moi ce que je retiens, c'est que cette période d'inflation qui effectivement sur certains produits est spectaculaire, ça vient renforcer les stratégies dites d'arbitrage, qui sont des stratégies vieilles comme le monde, mais qu'on est obligé de remettre un peu sur la modernité, le tapis de la modernité, qui fait qu'aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que les consommateurs arbitrent. Ça veut pas dire qu'ils se serrent la ceinture, ça veut pas dire qu'ils rognent, ça veut dire qu'ils renient, c'est-à-dire qu'ils renient plutôt que renier certains types d'achats, c'est-à-dire qu'ils vont oublier certains types d'achats pour en privilégier d'autres pour optimiser leur plaisir, et plutôt que de serrer la ceinture, ils vont arbitrer. Vous voyez, c'est pas qu'une affaire de mots. Excusez-moi, je sais bien ce que vous faites parce que c'est très bien d'être précis sur la sémantique, mais la réalité c'est que il y a des millions de gens qui peuvent pas boucler, pour lesquels le 10 du mois c'est fini. Vous avez une injustice. Je termine. Vous avez une injustice
injustice alimentaire qui se met en place, et on se rend compte, je regardais l'étude de l'INSEE, c'est là que c'est dramatique, ce qui a le plus augmenté proportionnellement, c'est les marques distributeurs, c'est-à-dire les produits qui sont déjà les moins chers à l'achat, et qui sont déjà discount, qui ne sont pas de la même qualité, évidemment. Quand vous achetez de l'Arabica, c'est pas comme quand vous achetez du Robusta comme café, c'est pas forcément la même qualité. Et je vous dis qu'il y a des gens qui sont en précarité énergétique, qui ne peuvent absolument plus payer leur facture d'électricité. Donc là, je sais bien que vous fassiez de la sémantique, mais le réel, comme disait Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Le réel, c'est qu'il y a peut-être en millions de gens qui n'ont pas de problème à arbitrer entre la station de ski et la bagnole. Oui, ils ont arbitré entre est-ce que j'achète de la truite, du saumon, et est-ce que je fais des frites ou des patates congelées, et je dois choisir, voilà. Non, mais effectivement, je pense que l'arbitrage, je vois très bien ce que vous voulez dire sur un plan économique, mais c'est une description qui est beaucoup trop froide, qui est vraiment un euphémisme par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a effectivement des personnes qui peuvent arbitrer entre est-ce que je vais prendre telle marque une voiture neuve ou je vais au ski, voilà, telle marque haut de gamme ou telle marque moyenne gamme, tel vêtement de très bonne facture ou de moins bonne facture. Ça, c'est un arbitrage, en effet, vous n'en êtes pas privé au final, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont être privés d'un grand nombre de plaisirs de la vie. L'arbitrage, c'est réfléchi, alors qu'il y a plein qui peuvent faire. Et la question du patrimoine, je reviens là-dessus, si vous voyez pas le rapport, moi je vais vous le dire, le rapport, c'est qu'il y a ceux qui effectivement vont avoir un patrimoine et vont pouvoir éventuellement être hébergés par des proches, arrêter de payer leur loyer, etc. Parce qu'ils vont pouvoir avoir accès justement à cette richesse-là ou ce transfert intrafamilial, et ceux qui y en seront exclus et qui eux seront obligés de rester dans leur logement, de continuer à payer leur crédit, très cher, etc. Leur logement. Mais ça peut dire sur les réseaux sociaux, avec un SMIC, on n'arbitre pas en fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais c'est impossible d'arbitrer. La réalité est beaucoup plus dure. Absolument. Patrice Duchemin. Eh bien, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait alors? J'en sais rien, répondez. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas difficile. Est-ce qu'on bloque les prix? Est-ce qu'on augmente les salaires? C'est quoi les solutions? Bloquer les prix, je pense. Oui, bien sûr. De toute façon, la grande distribution. D'abord, les produits discount, effectivement, sont plutôt évidemment moins chers, c'est cher, mais pas de mauvaise qualité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les enseignes font beaucoup pour. Vous avez vu, il y a les enseignes type Leclerc, Carrefour, etc. Toutes, de façon générale, proposent des produits qui ont des prix très contenus, donc des prix, des fameux paniers, des 100 produits qui sont dont les prix sont contrôlés, limités. Évidemment qu'il y a des Français qui comptent. Évidemment qu'il y a des situations de précarité, mais quand on parle de l'inflation, on parle de tout le monde. Et là, il y a les gens, vous dites des millions de Français. Oui. Moi, je n'ai pas de chiffres. L'INSEE donne la précarité énergétique. Aujourd'hui, c'est 7 millions de Français qui sont touchés. Non, mais l'inflation, c'est l'inflation de tous les prix. C'est également, on ne parle pas que de l'alimentation. C'est l'inflation du tarif d'électricité et de gaz. La précarité énergétique, aujourd'hui, touche 7 millions de Français. En gros, la précarité énergétique, oui. Je peux pas arbitrer là parce que je suis obligé de la payer, ma facture. Non, mais j'ai été curieux de savoir ce qu'il allait dire. Mais... Oui, on l'a coupé. Vous vouliez revenir sur quoi, Patrice Duchemin? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des foyers monoparentaux fragiles, par exemple. Il disait j'ai pas de chiffres. C'est 2,5 millions de personnes, les foyers monoparentaux. Ce sont des foyers qui sont aujourd'hui très fragiles. Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont effectivement qui sont dans une situation budgétaire préoccupante, on est bien d'accord, voilà. Mais est-ce que vous trouvez... Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David et Madame de Ménibus, il y a Monsieur Bilger, il y a Madame de Gois, il y a Monsieur Conan, voilà, que du lourd, que du bon, que du savoureux. Que du beau gosse, ils sont un petit peu... On a quand même on a quand même acquis qu'ils s'en aillent, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais en tout cas, bienvenue dans les vraies voix. Et tout de suite au 0800 26 300 300, c'est Pascal qu'on a la joie d'accueillir et qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir, j'aurais une question assez simple. Et cette question, il me semble bien que personne n'en a parlé. Parce qu'on parle beaucoup on a parlé uniquement de l'âge de la retraite, mais pratiquement personne, sauf si je me trompe, ne parle des montants de la retraite, sauf un montant minimum qui a été cité par le gouvernement. Et je trouve que, je ne sais pas pourquoi, c'est un sujet tabou
Parce que pour moi, c'est un sujet peut-être le plus important au final. Alors le montant, on redit aux gens, hein, le montant revalorisé, il faut le redire inlassablement, c'est uniquement dans le cas des carrières complètes. Hein. Ah oui, ça veut dire que ça va concerner en réalité brute, donc ça va concerner en réalité assez peu de gens. Parce que il faut une carrière absolument complète. Puisque en plus de ça, avec cette réforme, on a la double peine, c'est-à-dire qu'on a les 43 annuités plus le recul de l'âge légal. Donc imaginez le siphon que ça fait et il y a quand même beaucoup de gens qui seront exclus de ce dispositif. Oui, mais ça a le mérite d'exister quand même pour les autres. Il ne faut pas tout voir tout noir non plus, Françoise. Mais c'est pas le problème de ça a le mérite d'exister ou pas. Moi, je pense qu'il a absolument raison de poser la question du montant des retraites. Et vous savez ce que je pense de cette réforme, elle ne sert à rien pour le moment. Donc bon. Pascal, vous n'êtes pas retraité? Non, pas encore, mais je suis au-dessus de l'âge du minimum qui a été annoncé par Emmanuel Macron. 64 ans. Voilà, j'ai plus que 64 ans, effectivement. Il faut continuer à travailler par choix ou par besoin? Par choix, et puis parce que j'aime bien ce que je fais, d'une part. Et puis je me suis dit que peut-être que je pourrais gagner plus au niveau de ma retraite, mais je suis un peu sceptique. Ah bah, théoriquement, vous gagnez plus. Hein. Si vous cotisez au-delà du temps, vous avez un bonus de retraite. Ça, c'est pas la question. Et là, c'est sûr que vous touchez plus. Mais vous arrêtez à 67, 68, 70 ans que... Vous n'avez pas fait faire les projections de votre retraite? Ce que je voulais dire par rapport à ma question initiale, c'est que ces sujets-là ne sont pas abordés. Si, quand même, parce que le minimum vieillesse a été revalorisé à 8%. Non, mais dans les différentes discussions qu'on a en ce moment, ces sujets-là sont pratiquement exclus. On n'en parle pas. Personne n'en parle. Et parce que c'est très compliqué. Alors là, à la décharge du gouvernement, vous n'allez pas commencer à expliquer parce que tout est compliqué. Il y a 30 millions de gens et 30 millions de cas différents. Oui, si vous êtes cadre supérieur et que vous avez cotisé énormément à Jicarco, évidemment, si vous aviez 10 ou 12 000 euros, évidemment, vous allez avoir une énorme retraite. En revanche, je trouve qu'il y a quand même un sujet, moi j'essaie d'en parler souvent, qui est rarement abordé, c'est toutes les personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes dans l'échelle de la population, qui sont freelance, qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, etc. Et parfois pendant de très longues années. Alors ça concerne peut-être pas exactement les mêmes générations, parce que c'est des pratiques. Il y a beaucoup de reconversions. Mais c'est pas forcément des personnes qui vont prendre leur retraite là dans quelques années forcément, parce que c'est quand même un statut qui est relativement récent. D'ailleurs, tout simplement, il doit avoir 10-15 ans, je pense. C'est Sarkozy, oui. Voilà. Mais donc ça, c'est quand même une vraie question. Et quand on voit aujourd'hui, et pas uniquement en France, le nombre de personnes qui seront de manière plus ou moins contrainte d'ailleurs parfois dans cette situation-là, quelle sera leur retraite? Et les dirigeants d'entreprise qui ne se salarient pas aussi. Bien sûr. Et ça va être un nouveau phénomène. Donc c'est pour ça qu'en fait on parle beaucoup de ces questions-là, mais en réalité ça exclut beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par ces débats-là parce qu'en fait on ne parle pas des indépendants, des artistes, même des auteurs, etc. C'est versé à la caisse générale maintenant, les indépendants. Oui, non mais d'accord, mais il y a les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, c'est beaucoup de personnes. Il y a tous les chauffeurs VTC dont certains ont un statut comme ça, les auteurs, etc. Il y a énormément de carrières en dents de scie qui ont lieu aujourd'hui. La retraite des artistes, elle est bien, la caisse de retraite des artistes. J'y cotise, elle est très bien. Faut-il être un bon artiste? Ça inclut pas toutes les personnes. Voilà, ça c'est une vraie question qu'il faut avoir en tête. Merci en tout cas Pascal de nous avoir appelé. En tout cas, sachez-le, vous avez une voix de jeune homme. On n'aurait pas cru une seconde que vous soyez déjà à la retraite. On peut vous demander ce que vous faites dans la vie? Bonne soirée. Je travaille dans l'industrie en tant que commercial, donc dans l'industrie au sens large du terme. Au sens large du terme. Eh bien voilà, en tout cas, merci de nous avoir appelés, merci de nous écouter Pascal. On vous embrasse. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci Tom Conal. Ça m'ennuie, mais je suis obligé de vous dire merci quand même. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est sur votre contrat, donc vous êtes obligé de le faire, voilà. Merci Philippe David à 18h57. Merci Philippe. Et prochaine fois, je viens en drag queen rien que pour te faire plaisir. Allez, c'est bon, c'est gagné. Allez, vous restez avec nous dans un instant avec Philippe David. Vous ne ferez plus qu'à deux. On parle emploi avec notre expert Jérôme Laverny. C'est les vraies voix de l'emploi dans un instant jusqu'à 20h. Allez, à tout de suite.